Bonsoir, c'est un nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité. Bienvenue à tous. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un ministre dans le département, l'un des départements économiquement en tout cas porteur. Il a en son sein le troisième produit d'exportation du Burkina Faso, l'élevage. C'est bien sûr le ministre des Ressources animales et halieutiques que nous recevons, M. Soumanogo Koutou. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous de m'avoir accueilli. Alors, est-ce que, justement, dans le découpage des départements ministériels, est-ce qu'il ne vous arrive pas de marcher un peu sur les pieds, là, avec les autres départements ministériels, comme par exemple le ministère en charge des ressources en eau, par exemple, vous avez en charge les ressources halieutiques? Oui, tout à fait. Oui, merci. C'est effectivement une question assez délicate. Lorsqu'il y a le découpage et que certains pans des activités se font chevauchement. Je n'ai pas de problème au niveau de l'eau, mais il peut y avoir des problèmes au niveau, par exemple, de la pêche, puisque je m'occupe maintenant des ressources halieutiques qui étaient du ressort de l'environnement. Mais je crois qu'on a pu voir la situation très, très rapidement. Et aujourd'hui, en tout cas, tous les transferts se sont faits normalement. Il reste quelques petits réglages que nous allons opérer pour que tout soit parfait. C'est la même chose au niveau de l'apiculture, qui était aussi de l'environnement. Mais du moment où on dit que c'est de la production, et si ça passe de l'aspect pêche à l'aspect production, et ça devient effectivement de l'élevage et ça relève des ressources animales, c'est-à-dire de l'élevage. Donc, mais comme je le dis, nous, à notre niveau, nous avons en tout cas pu circonscrire le problème. Et aujourd'hui, c'est en parfaite collaboration que nous travaillons avec ces ministères, que sont l'ensemble des ministères du développement rural, de l'environnement, l'eau et puis l'agriculture. On sait en tout cas que la part contributive de votre département dans le secteur primaire, c'est quand même une contribution assez importante et en pleine croissance. Tout à fait, tout à fait. D'abord, le fait que l'élevage occupe 86% de la population. Donc 80% de la population active, ça fait déjà beaucoup pour ce sous-secteur qui est l'élevage. Et ensuite, en termes d'exportation, c'est bien vrai que c'est le troisième exportateur après le coton et l'or. L'or, le coton, de toute façon, je ne m'occupe pas du rang, mais nous sommes en tout cas troisième dans le domaine avec pratiquement 40% en taux. Et donc, nous contribuons pour 18% au PIB national. C'est énorme. C'est très énorme, en dépit du peu de moyens que nous avons, parce que je signale que nous avons encore moins d'1% du budget national. Pour un département aussi important. Département aussi important. Je crois que le chef de l'État en a pris conscience lors du Sabel 2018 et il a promis effectivement de voir un peu ce qu'on relève un peu ce budget. Et Dieu merci, en tout cas 2019, même si on n'a pas relevé le budget, il a procédé à des ouvertures exceptionnelles qui nous ont permis d'engranger et de faire d'autres activités assez importantes pour le secteur. Et votre contribution au PIB aurait pu être plus importante si certains défis étaient relevés. Par exemple, on parle de l'élevage, notamment de l'exploitation du bétail, par exemple. C'est un défi majeur. Est-ce que, de façon globale, dans le PNDS, le Plan national de développement économique et social, ce volet est pris en compte? Oui, le volet exploitation est pris en compte dans notre PNDS. Mais il faut dire que nous, au niveau du PNDS, nous sommes beaucoup plus attelés sur l'exportation de la viande en lieu et place de l'exportation des animaux sur pied qui a cours actuellement parce que nous n'avons pas, en tout cas, des abattoirs qui répondent aux normes internationales. Donc c'est pour ça que dans notre PNDS, nous avons mis, en tout cas, sur le plat, la construction des abattoirs en mode PPP, en partenariat avec le privé, et aussi dans l'option BOT, comme vous l'appelez en anglais, construire, exploiter, puis céder. Et c'est sur ce point que nous sommes en travail avec les privés pour la recherche de financement, afin qu'effectivement, en tout cas à terme, nous puissions inverser les choses et exporter plutôt de la viande que des animaux sur pied. Bien sûr qu'on ne pourra pas éliminer toute exportation sur pied, puisque dans les pays voisins, dans les pays amis, nous avons toujours des coutumes, nous avons des religions qui nécessitent qu'il y ait des bêtes, et pour la tabaski, pour le mouloud, etc., et pour aussi des baptêmes. Donc nous allons exporter, mais ça à des prix effectivement élevés. Mais sinon, notre tendance, notre politique aujourd'hui, c'est assurer la transformation sur place et exporter de la viande fabriquée au Burkina Faso plutôt que des animaux qui occasionnent beaucoup de pertes
beaucoup de difficultés. D'abord pour transporter ces animaux jusqu'au pays côtier, ça fait beaucoup de problèmes. Les animaux perdent du poids et de la qualité. Et ensuite, il y a toutes les tracasseries que nos éleveurs rencontrent. Et au bout du compte, on vend l'animal au poids viande, mais on nous met carrément les cornes, les sabots, les poils, la peau. Tout ça, ça fait des plus-values qui sont perdues sur la ligne. Donc vraiment, notre politique aujourd'hui, ça t'aide beaucoup plus à la transformation de nos produits animaux. Donc par la construction d'abattoirs modernes, oui. Qu'est-ce que peut-on faire comme situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons en tout cas dès 2016 construit et élaboré des fiches projets. Nous avons fait des études de faisabilité pour les grands abattoirs parce que dans le PNDS, il est question de construire des grands abattoirs modernes à Ouaga et à Bobo et dans 5 villes modernes, 5 villes moyennes que sont Kaya, que sont Fada, Tenkodogo, etc. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas pu avoir le privé avec nous. Nous sommes encore en pourparlers avec certains privés qui ont pu finir leurs études de faisabilité au niveau de Ouaga. Et nous discutons pour voir quels seront les engagements de l'État et quels seront les engagements de ces privés pour que nous travaillions. Du reste, au niveau étatique, nous avons pu dégager un budget pour l'abattoir moderne de Kaya. Et je crois comprendre, en tout cas, selon les informations que j'ai reçues, mais même les photos que j'ai eues hier déjà, d'ici la fin de l'année, nous pourrons inaugurer clé en main cet abattoir moderne, ultra moderne, je dirais, de Kaya. Construire des abattoirs modernes, mais c'est aussi la question de la propriété de ces abattoirs aussi qui pose problème. Oui, je dis ici, c'est vraiment un abattoir moderne, peut-être que vous aurez l'occasion d'aller voir. Et nous n'avons pas procédé à des constructions en béton, sauf le socle, le soubassement qui est du béton, qui porte des instruments que nous avons importés, qui sont installés. C'est pour ça qu'on les appelle des abattoirs modernes mobiles. Et toute l'hygiène est respectée. Ça veut dire que le sang est traité, canalisé. Vous ne voyez pas de gouttes de sang traité. Parce que nous-mêmes, au niveau des ressources animales, nous sommes consommateurs de sang. Puis nous avons notre insectarium à Bobo Douasso qui utilise ce sang pour nourrir nos mouches. C'est ce que nous déversons au niveau des voltas pour combattre la maladie là-bas. Et donc, les déjections, les défections des animaux sont récupérées et traitées. L'eau est récupérée, traitée, qui sera utilisée pour, à l'arrière-plan, inonder le pâturage, la zone de pâturage, pour que les animaux soient en repos avant d'être abattus. Donc, je crois que c'est des abattoirs, effectivement, qui respectent toutes les conditions. Comme je l'ai dit, toutes les normes internationales sont respectées dans la construction de ces abattoirs. On pourra de moins en moins voir du viande transportée sur des motos. En tout cas, déjà pour Kaya, ça serait... Dans des villes comme Ouagadougou, par exemple. À Kaya, ce serait de l'histoire. Et à Ouaga, en collaboration avec les communes, parce que là aussi, ça ne relève pas totalement du ministère. Mais nous travaillons avec les communes, nous travaillons avec le ministère du Commerce, afin qu'effectivement, nous, d'ici là, ce soit de l'histoire, parce qu'on ne devrait plus pouvoir transporter des viandes. Du reste, nous avons déjà mis en place l'année dernière des abattoirs maudits pour volailles. Vous pourrez les voir au niveau de nos centres à Sepavi. Nous avons donné ce type d'infrastructures à des privés qui l'exploitent. Mais nous avons joint à ces abattoirs des tricycles frigorifiés avec des caisses qui leur permettent de transporter la volaille une fois sortie de l'abattoir et qui ne traverse pas en tout cas la poussière au niveau de la ville. Et ce serait le cas aussi au niveau de ces abattoirs-là. C'est vrai que le défi aussi, c'est effectivement la conservation de ces produits. Alors, au-delà justement de cette politique de transformation par rapport à la viande au niveau de Burkina, quels sont les autres grands défis de votre département, dans le cadre du PNDS, bien sûr? Dans le cadre du PNDS, l'un des grands défis que nous avons, c'est en matière de santé animale et de santé publique vétérinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart de nos maladies sont dues aux maladies des animaux. Donc, pour que l'homme soit en bonne santé, il faut d'abord que l'animal soit en bonne santé. Donc, nous avons un grand défi de vacciner tous les animaux, et depuis les poules contre la maladie de Newcastle, et les bovins, les grands animaux, contre la péripneumonie contagieuse bovine, et aussi les petits ruminants contre la peste des petits ruminants. Donc nous avons en tout cas jusque-là engagé toutes les campagnes, nous avons lancé toutes les campagnes chaque année de façon régulière, nous avons en tout cas sensibilisé les populations, nous avons doté nos structures des produits nécessaires et afin qu'effectivement nous puissions lutter contre ces maladies qui sont non seulement
néfastes pour la santé de l'homme, mais aussi économiquement, qui nous font perdre, parce que lorsque je prends le cas d'une maladie comme la Newcastle, lorsque ça pénètre dans votre élevage, elle peut consumer les 100% de votre élevage. Donc nous avions, en tout cas au niveau du PNDS, le défi d'atteindre au moins en 2020 60% de taux de vaccination. Nous sommes un peu encore loin, nous sommes à 52% en ce qui concerne la maladie de Newcastle. Pour la péripneumonie contagieuse bovine, nous sommes aussi loin parce que nous sommes autour de 30% pour un taux, une cible de 60%. On a vu récemment ces morts d'animaux en masse. Oui, oui, tout à fait. Et donc, pour la maladie, la peste contre les petits ruminants, c'est tout à fait nouveau. Ce n'est pas qu'on ne vaccinait pas ces petits ruminants, mais il n'y avait jamais eu de campagne de masse pour la vaccination. Et donc, cette année, l'année dernière, nous avons lancé à partir du Nayala, la province du Nayala, et petit à petit, nous allons, parce que nous étions à un taux de 0,91%, et notre cible est de 20%, mais jusqu'à présent, nous sommes à 3%, pour des raisons très simples. C'est dû à l'insécurité que nous vivons actuellement, la situation sécuritaire, qui fait que toute la zone de la Boko du Moun, en passant par le nord, le centre-nord jusqu'à l'est, nous n'avons plus accès pour la vaccination de ces animaux. Donc, depuis pratiquement fin 2017, 2018 et 2019, nous n'avons pas pu avoir la possibilité d'aller vacciner, ce qui explique un peu que nous n'avons pas pu atteindre ces taux, malheureusement. Mais en tout cas, pour la Newcastle, ça va un peu, mais pour le reste, c'est encore un grand défi dans notre département. Les autres défis, toujours en matière de santé animale, il y a que nous devons mettre en place une centrale d'achat de médicaments vétérinaires à ce niveau, comme à l'image de la CAMEV. Celui-là s'appelle la CAMVET. Et pour le moment, nous avons en tout cas pu mobiliser le financement de 2 milliards. Et nous avons les études de faisabilité sont en cours. Nous avons identifié l'emplacement et je crois que nous avons pu attribuer le marché à une mode qui devrait maintenant se charger de recruter le constructeur de ces bâtiments-là. Donc l'un dans l'autre, en tout cas 2020, nous pourrons être au rendez-vous pour présenter cette CAMVET. Il y a aussi un autre pan, c'est mettre en place une unité de production de vaccins. Parce que l'autre chose est de vacciner, l'autre chose est d'avoir à disponibilité les vaccins à temps. Alors qu'on ne peut pas acheter des vaccins et poser en attendant de l'utiliser. Donc, du coup, si cette unité est réalisée, je pense que ça va faire en tout cas un bon point pour le ministère. Et nous avons pu en tout cas mobiliser le financement pour l'étude de faisabilité. Et je crois que d'ici là, en rapport avec, par l'entremise, disons, de notre projet, le PADLB, et je pense que d'ici 2020, ça c'est fait. Le PADLB qui est le programme d'appui au développement de l'élevage. L'autre aussi point que c'est sûr que beaucoup de Burkinabés attendent, c'est au niveau halieutique, puisque j'ai dit que maintenant les ressources halieutiques sont à notre niveau. Nous avons eu possible en 2020 d'atteindre 30 000 tonnes de production. Et nous sommes aujourd'hui à mi-parcours en 2019 à 28 800. Donc déjà 2020, nous sommes sûrs de pouvoir en tout cas surpasser. C'est vrai que c'est un domaine en pleine expansion. Totalement, très bonne expansion. J'ai pu parcourir en tout cas toutes les 2 semaines passées les régions du centre-sud, du centre et puis des cascades pour voir un peu comment se comportent nos acteurs. Mais j'avoue que c'est avec grande satisfaction que j'ai constaté que c'est vraiment un domaine qui est vraiment en expansion, aussi bien dans la production des alevins, l'aliment, que dans le grossissement même de ces animaux-là. Donc nous sommes vraiment satisfaits de ce qui se passe. C'est vrai que ce pan-là précis semble plus modernisé, mais qu'en est-il de l'élevage en termes de degré de modernisation justement? Oui, l'élevage, nous allons en tout cas vers la modernisation parce que jusqu'à présent nous avons un élevage plutôt extensif, donc traditionnel, et ce qui fait d'ailleurs que nous avons rencontré d'énormes problèmes, d'abord de productivité, puisque c'est de l'élevage qui, du fait qu'effectivement il y a cette circulation, il y a un problème d'aliments, si bien que c'est des animaux qui ne donnent pas beaucoup ni en viande ni en lait. Et de plus en plus, en tout cas, ce que nous faisons, nous avons mis en place des systèmes qui vont permettre en tout cas d'aller vers l'élevage moderne. Avec la FAO, par exemple, nous avons pu mettre, le ministère d'abord a élaboré un système national de vulgarisation et d'appui conseil en élevage. Et avec la FAO, nous avons pu, depuis les 2 ans passés, mettre ça à petite échelle dans 2 régions pour tester, voir comment se comportent les acteurs
lorsque effectivement ils ont ces partages de techniques, de technologies, aussi bien en aliments qu'en santé et puis en habitat pour les animaux. Et en tout cas, les résultats sont totalement satisfaisants puisque le projet prend fin le 19 décembre. Et cela va nous permettre maintenant, avec les résultats, de l'étaler, de l'étendre au plan national pour qu'effectivement nous puissions aller à une productivité beaucoup meilleure que ce que nous faisons. Et là, forcément, aller vers un élevage intensif, moderne, plutôt que ce que nous faisons jusque-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la part d'importation, l'importation de produits animaux, est-ce que c'est encore assez important aujourd'hui? Oui, l'importation, disons déjà au niveau de produits halieutiques tels que le poisson, nous importons encore beaucoup parce que ce que nous produisons, c'est vrai que notre production a augmenté, mais jusque-là, nous produisons pratiquement le 5e de notre consommation. Donc, nous sommes obligés d'importer. En dehors de ça, pour la viande, au niveau de la filière bétail-viande, là, il n'y a pas d'importation. Nous n'importons pas il y a des fraudes. Et je profite de votre antenne pour, en tout cas, encore lancer un appel aux populations avec ces faits qui arrivent. C'est vrai que vos services vétérinaires aussi font un travail à ce niveau. On a vu ces poulets qui rentrent... Qui rentrent frauduleusement, c'est des mauvaises... D'abord, les carcasses, c'est totalement infect, c'est impropre à la consommation. Du poisson qui rentre sans contrôle, c'est impropre à la consommation. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Sinon, nous n'importons pas de la viande. Les carcasses qui sont importées sont bien canalisées. C'est un seul client minier. Et là, c'est surveillé de bout en bout afin qu'effectivement, il n'y ait pas de vente au niveau du pays. Tout le reste qui rentre des carcasses, c'est de la fraude. Donc, des efforts à ce niveau, mais beaucoup d'efforts. Je voudrais en tout cas féliciter du côté du lait, il y a encore des défis majeurs. Du côté du lait, souvent, on me dit, c'est incompréhensible qu'un pays comme le Burkina Faso, qui est un pays d'élevage, encore traîne à produire beaucoup de lait. Là, c'est comme je le disais, c'est dû à notre système d'élevage. Nous avons un système qui ne permet pas une productivité de nos animaux, une augmentation de la productivité de nos animaux. Et nous avons encore des animaux qui nous donnent tout au plus 2 litres par jour. Mais des animaux performants peuvent nous donner 12 litres à 15 litres par jour. Nous en trouvons ici, aux encablures de Ouagadougou, des jeunes qui ont des fermes et qui, par le système de croisement, sont parvenus à avoir des souches, des races qui leur procurent 15 litres par jour. Et à ce moment, nous pouvons effectivement lancer le défi de notre production laitière et éviter l'importation de ces laits et la consommation du lait. Je dis bien entre guillemets en poudre parce que ce n'est pas tout lait en poudre qui est vraiment du lait. Le défi aussi, c'est la transformation à ce niveau parce que malheureusement, même les petites unités qui existent ont du mal justement à Oui, c'est vrai qu'au niveau étatique, nous n'avons pas beaucoup d'unités de transformation de lait. Nous avons mis en place le projet PDL-ZRPO, c'est-à-dire le projet d'appui à l'élevage laitier dans la zone, dans les périphériques de Ouagadougou. Depuis, le projet a mis du temps pour démarrer, c'est vrai, donc il y a un grand retard pour ce projet, ce qui ne donne pas grande satisfaction. Mais tel qu'il est fait, nous envisageons en tout cas mettre en place une grande usine de transformation de 30 000 litres par jour, avec tout autour de Ouaga des centres de collecte de lait, 20 centres de collecte de lait. Et là, nous travaillons avec le privé. C'est un partenariat public-privé qui, vraiment, c'est un modèle type que nous voulons en tout cas réussir pour que ce bassin, le bassin du centre, puisse être vraiment un succès qui va nous permettre de dupliquer sur le bassin de l'Ouest, le bassin du Sahel et le bassin de l'Est. Et que nous avons pu identifier pour que nous puissions effectivement arriver à produire du lait suffisamment et à pouvoir les traiter, les transformer sur place. Le gouvernement subventionne l'aliment bétail, mais il se trouve que pour les producteurs, généralement, ça arrive en retard. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est dû au fait aussi des moyens, parce qu'au départ, c'était possible parce qu'on n'était pas beaucoup d'éleveurs, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous avons énormément de personnes qui se sont, en tout cas, mises à l'élevage, qui se sont investies pour l'élevage, si bien que les besoins ont augmenté de façon exponentielle. L'État n'est plus en mesure, effectivement, de satisfaire tout ce monde-là. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons essayé de développer la politique de culture fourragère, et la politique de collecte et de conservation du fourrage naturel, que nous retrouvons chaque saison dans les brousses, dans nos champs, et que nous ne prenons pas le réflexe, je parle au niveau rural, de les faucher et de les conserver pour faire face
à toute éventualité. Parce que l'aliment principal de l'animal, c'est le fourrage. Le reste vient en appoint, tout comme nous prenons des vitamines. Ce sont des compléments alimentaires, les sous-produits que nous achetons. Et donc, je me mettais à dire aux producteurs de se pencher aussi vers la production fourragère. Et c'est l'une des politiques, en tout cas, que nous menons au niveau du gouvernement. Et du reste, c'est un des objectifs fondamentaux du programme présidentiel, et augmenter, en tout cas, la production fourragère et initier, sensibiliser les populations à avoir ce réflexe dès la fin de la saison, de récupérer les résidus des récoltes et aussi les herbes sèches qui sont là, qui traînent, ou les feuilles de certains arbres que nous pouvons récolter et broyer pour conserver et avoir un appoint pour nos animaux pour la période de soudure, justement. Cette politique qui participe donc de la modernisation de ce secteur. Mais on va déjà revenir sur la question des zones pastorales, la viabilisation des zones pastorales, afin de mieux sédentariser les éleveurs. Et là, et aussi, ça permet d'éviter les soucis avec les paysans pour la transhumance. Là, à ce niveau, les éleveurs ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait en termes de viabilisation justement des zones pastorales. Et là, ils ont parfaitement raison parce qu'effectivement, nous avons pas mal près d'une centaine de zones au niveau du territoire. Les zones en vue, c'est Kabonga, c'est la zone de Samarouan, etc., que nous avons pu viabiliser quand même parce que nous avons mis des structures sociales. Il y a des écoles, il y a des forages et nous avons continué. Nous avons déjà, à partir de 2017, avec le projet PRAPS, qui est un projet régional, et nous avons aussi le pendant national, qui nous a permis en fait de mettre en place tout l'arsenal pour effectivement équiper, sécuriser d'abord ces zones et les équiper en forage, en boulis, etc. Mais c'est vrai que nous rencontrons pas mal de problèmes. Vous savez que ces forêts sont aujourd'hui infestées de ces bandits. Et pour la plupart, avec l'aide des forces de défense et de sécurité, nous sommes en train de pouvoir récupérer ces forêts et pour que nous puissions encore, en tout cas, mettre le paquet. Et nous avons le projet Paderbe aussi qui est là. C'est vrai que nous n'arrivons pas à mettre ce que nous avons prévu de mettre, tel que les forages pastoraux dans ces zones, mais avec l'aide des paysans, avec l'aide des éleveurs, nous arrivons en tout cas, tant bien que mal, à pouvoir sécuriser. C'est l'un aussi des activités qui rentrent dans le cadre de notre PNDS, qui est de récupérer les terres dégradées dans les zones et de viabiliser les terres qui sont dans les zones et qui ne sont pas propices à la culture. Donc, à ce niveau, depuis 2018, de 2016 à 2018, nous avons pu récupérer en tout cas plus de 100 000 hectares de ces zones-là que nous avons viabilisées, qui font déjà plus de 111% de taux de réussite dans ces zones, avec l'aide de nos partenaires. Et nous poursuivons dans ce volet. Et Barani, nous avons pratiquement mis toutes les infrastructures au niveau de Barani. Malheureusement, ce sont des zones qui, aujourd'hui, ne sont pas accessibles à nos éleveurs. Mais je crois que nous avons foi que d'ici là, les choses vont se rétablir et nous pourrons en tout cas nous installer dans ces forêts. Du reste, au niveau du Sahel, à Kougari, par exemple, avec l'aide des populations, nous avons une zone qui a été viabilisée avec l'appui du ministère et des partenaires. Et aujourd'hui, en tout cas, les éleveurs sont très contents d'y être. Voilà. L'autre préoccupation aussi des éleveurs, on parlait tout à l'heure, c'est la transhumance justement, qui débute autour de... entre vers mai-juin, obligé de revenir, alors qu'on sait que chez nous, malheureusement, cette période-là, les pluies tardent encore à s'installer, donc pas forcément d'aliments. Alors, est-ce que ce n'est pas possible de négocier justement avec ces pays voisins pour prolonger justement la période de transhumance? Oui, nous avons en tout cas des réunions de concertation avec tous les pays au niveau de la CEDEAO. Nous discutons de ce phénomène qui, ce n'est pas facile, pour vous dire vrai, parce que les pays ne sont pas sur la même longueur d'idées, n'ont pas les mêmes visions que nous. Et ailleurs, on nous dit carrément qu'ils ne veulent plus de la transhumance. C'est lié un peu à la sécurité qui est dans la sous-région. Et ailleurs, il y a des mesures souvent unilatérales qui sont prises, et, comme vous le dites, qui nous donnent un temps pour la transhumance. Ce temps ne coïncide pas avec nous, notre temps de soudure, par exemple la saison sèche.
par rapport aux pays côtiers, effectivement, ça cause problème. Donc, nous sommes toujours en pourparlers afin que nous puissions respecter les dispositions qui sont contenues dans nos instruments communautaires, afin qu'effectivement chaque pays puisse voir et que nous arrivions à aussi peut-être améliorer la transhumance au niveau national. Comme nous venons de parler tout de suite de nos zones pastorales, si nous arrivons à développer effectivement ces zones pastorales dans toutes les régions, nous pourrons effectivement faire en sorte que la transhumance soit beaucoup plus nationale que transfrontalière. Et à ce moment, nous pouvons effectivement gérer les couloirs. Parce que là aussi, c'est la question principale, les pistes à bétail, les couloirs de transhumance qui sont aujourd'hui totalement inexistants. Parce que les agriculteurs, de plus en plus, occupent ces pistes, occupent ces couloirs. Et de ce fait, les animaux ne peuvent plus passer jusqu'au pays. Et ça fait toujours encore des conflits entre les acteurs, des utilisateurs des ressources naturelles qui se font de plus en plus très rares. Donc, comme je l'ai dit, en tout cas, nous sommes toujours, chaque année nous nous retrouvons, nous discutons jusqu'à ce que nous puissions nous entendre sur la manière de conduire cette transhumance et puis de plus en plus, en tout cas, arriver à un stade où, moi personnellement, je dis qu'il faut qu'à un moment donné, effectivement, on n'ait plus besoin de transhumer parce que ça va être de plus en plus très difficile, surtout dans les autres pays, où lorsqu'il y a des problèmes, vous arrivez à la frontière, vous ne pouvez pas pénétrer pour porter secours à vos éleveurs. Il faudra alors une production importante. Il faut une production fourragère. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la politique aille vers la production fourragère. Nous donnons l'exemple, en tout cas à nos parents, à nos amis qui sont déjà des agriculteurs. On peut faire l'intégration agriculture-élevage de sorte à ce qu'effectivement, on puisse cultiver, produire des céréales pour les hommes, en même temps qu'on produit du foin pour les animaux. Il faut qu'on y change et qu'il faut qu'on arrive en tout cas à nous permettre. C'est pour ça que je demande toujours que le budget soit relevé, pour que nous puissions récupérer des terres et en faire des zones de pâture pour les animaux. Et je pense qu'avec l'agriculture, nous avons aussi échangé pour que, de sorte à ce que les gros projets qui sont au niveau de l'agriculture, qui sont mes amis, que dans l'exploitation, on puisse donner un pourcentage pour la production fourragère. Justement, c'est vrai que depuis l'appel de Maputo, on sent que le secteur primaire, il y a plus d'investissements. En tout cas, au niveau du Burkina, on fait des efforts en termes de budget, oui. Mais malheureusement, l'agriculture prend la grosse partie. C'est pas mal. Mon problème est qu'il faut que peut-être on puisse intégrer les deux secteurs, parce que, comme je l'ai toujours dit, nous ne pouvons pas occulter les deux. La complémentarité des deux secteurs, sans l'élevage, l'agriculture ne peut pas être propulsée. Et sans l'agriculture, l'élevage ne peut pas effectivement se développer comme ça se doit. Donc il faut que nous arrivions à avoir une politique d'intégration. Et ça aussi, c'est l'un des objectifs fondamentaux du président du FASO dans son programme politique, l'intégration agriculture-élevage. Parce que la production fourragère, justement, c'est aussi de l'agriculture. Tout à fait, tout à fait. Il faut qu'effectivement, dans les bas-fonds aménagés, dans les plans d'irrigation, on puisse effectivement déterminer un pourcentage pour la production fourragère. Alors, le développement aussi du secteur passe aussi par l'organisation des acteurs, pas mal les OSC pastorales, il y en a quand même beaucoup. Apparemment, on ne parle pas toujours le même langage, même s'il existe une fêtière, notamment la FEB. Oui, aujourd'hui, je crois qu'ils sont très organisés. Je pense que nous n'avons plus de problème. Il y a depuis la Sénat, la Chambre nationale d'agriculture, et puis les CERA qui sont au niveau des régions. Ensuite, la FEB, avec tous ces démembrements, les interprofessions, nous nous retrouvons et nous discutons. Je crois qu'à ce niveau, aujourd'hui, Dieu merci, vraiment, ça va. Nous discutons, nous prenons des mesures. Mais comme je le dis, c'est peut-être le nerf de la guerre qui manque souvent. Sinon, du point de vue organisation, nous sommes très organisés. Ils participent à toutes les réunions. Quand nous partons à des grandes rencontres, nous partons toujours avec ces organisations de la société civile qui contribuent énormément à la recherche de financement pour le secteur. Je voudrais en tout cas les féliciter pour l'accompagnement qui est fait, en tout cas pour le développement de notre secteur. Merci. On parle donc de modernisation du secteur de l'élevage. Il y a notamment ce défi que vous avez, la production fourragère. Il y a aussi ce projet porté par un Burkinabé qui veut effectivement moderniser le sous-secteur de l'élevage. Suivant. Bobo Dioulasso, Ouagadougou. Ouagadougou, Bobo Dioulasso. Il aura parcouru le trajet à maintes reprises pour pouvoir enfin lancer son projet d'embouche bovine. Mais depuis 2 ans, toutes ces sollicitudes se montrent infructueuses. Pourtant, il semble avoir fait le plus difficile, l'obtention du financement.
un financement qu'il est allé chercher en milieu du Burkina Faso. En mars 2016, que l'OCI a invité, n'est-ce pas, les pays sahéliens, notamment les pays à vocation d'élevage, qui sont les G5 actuellement d'ailleurs par coïncidence, et d'autres pays musulmans, la Côte d'Ivoire. L'OCI a invité nos chambres de commerce pour aller leur exposer leurs besoins en viande de qualité, ce qu'ils appellent en viande de consommation halal. Et c'est cette opportunité-là que ce cabinet international qui est spécialisé dans l'exportation de la viande depuis un certain nombre d'années avec les pays arabes a saisi l'opportunité pour faire des levées de fonds. Et c'est ce fonds-là qui est disponible aujourd'hui, mais qu'on n'arrive pas à investir. Et moi, j'ai eu la chance de participer à un forum à Bamako en décembre, début décembre, 8 et 7 décembre 2017, où j'ai rencontré ces partenaires-là, que j'ai fait inviter 2 fois à venir au Burkina, qui sont venus, qui ont rencontré les ministres. Mamadou Boundi et le groupement Kaourou présentent leur projet d'embouche bovine comme un modèle de projet structurant dans l'élevage. Le projet consiste à faire les champs d'exploitation de production fourragère et ensuite à faire un grand réseau d'embouches bovines, ce qui va stabiliser les animaux sur place. Donc ils n'iront pas ni vers le Ghana, ni vers la Côte d'Ivoire, ni vers le Nigeria. Deuxièmement, c'est de faire 2 abattoirs certifiés modernes au Burkina pour l'abattage des animaux embouchés afin d'exploiter leur viande. Donc sur toute la liste, c'est un programme transversal qui va créer d'énormes emplois. Samanga, une zone agro-pastorale à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. C'est avec les éleveurs installés dans cette zone que la phase pilote du projet est censée être mise en œuvre. Mais un autre facteur se présente sur le terrain et hypothèque davantage l'aboutissement du projet. Les éleveurs sont progressivement contraints de migrer vers d'autres aires de pâturage du fait de la menace des constructions d'une société immobilière. Un beau matin, à notre grande surprise, on a retrouvé des bornes dans notre zone de pâturage. On a voulu comprendre auprès de la mairie et nous avons eu pour seule réponse que nous avons été informés, c'est tout. Pourtant, nous avons les documents qui attestent que c'est notre propriété. La situation nous inquiète. Mamadou Boundi et ses partenaires disent être maintenant convaincus d'une chose. On tente de leur retirer le projet. Le financement est disponible au maître de nos partenaires. Ils ne demandent aucun franc à l'État. Ils ne demandent qu'une garantie morale. Mais seulement, les gens aiment faire l'écran. Ils aiment récupérer l'idée des autres pour se prévaloir avec et faire croire au président du Faso que c'est eux qui, en fait, sont les initiateurs, alors que rien. Vu la taille du programme, nous avons touché les autorités gouvernementales, à savoir le ministre des Ressources animales, le ministère du Commerce, où nous avons décliné toutes nos stratégies, où nous avons transmis toutes nos documentations à ces 2 ministères-là à partir de leurs services techniques. Et à mi-parcours, on se rend compte que oui, ils ont organisé des conférences en lieu et place de mes partenaires et moi. Inspiré par le programme présidentiel dont il a même fait l'ébauche d'un livre, Mamadou Boundi et les éleveurs de Samanga disent s'en remettre à la clairvoyance du président du Faso. Les portes de Kosiam qu'ils tentent de déverrouiller leur restent désespérément fermées. Voilà donc pour ce qui est de cette affaire d'embouche bovine, un projet visiblement qui piétine. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas au courant de la galère de ce porteur de projet? Bon, je voudrais d'abord profiter de votre chaîne pour féliciter M. Boundi, que je connais effectivement, que j'ai rencontré dans mon bureau, et avec ses intermédiaires, par l'entremise de mon ami, le ministre Stéphane Sanou, qui était alors ministre du Commerce, effectivement. Et je les ai rencontrés dans mon bureau quand Stéphane m'a dit qu'effectivement, en tout cas, puisque moi je cherchais des financements pour mes abattoirs, comme je le disais tout de suite, c'était la bonne aubaine pour moi. Alors, je suis avec tous mes techniciens, nous avons discuté. C'est dommage que je puisse parler de ça ici, mais comme ça fait un élément assez long, je vais vous dire en quelques minutes ce qui s'est passé. Et je crois qu'il y a un problème d'information ou de communication entre lui et puis ses intermédiaires, qui étaient en relation avec moi de façon jusqu'à ce que ça s'arrête, ça se coupe. Et pourquoi ça s'est coupé? Et lorsque je les ai rencontrés, c'est ce qui m'a été dit. L'argent est là, disponible pour mes abattoirs. Je ne cherche pas autre chose que ça. Et surtout que dans mes projets, c'est des projets PPP. Donc je n'ai pas vraiment de souci. Seulement, comme il l'a dit, il m'a demandé seulement une garantie morale.
qui consistait en quoi? Leur adresser une correspondance disant que le programme d'investissement qu'ils sont en train d'élaborer est en cohérence parfaite avec, avec le PNDS, exactement dans ces termes. Et ce que j'ai dit, bon, moi je ne trouve pas d'inconvénient, amenez-moi le programme d'investissement, au moins même si c'est le TDR, pour que je puisse regarder et je vous donne le quitus. Alors, donc, je les ai mis en contact avec mes techniciens, ils ont travaillé pendant 2 réunions. Et puis après, ce que j'ai reçu sur ma table, je pourrais vous le présenter après l'émission. J'ai reçu en lieu et place des TDR, un protocole que j'ai appelé convention, où dans le protocole, premièrement, on me demande qu'il faut que j'invite le groupe ITC, et frais d'hébergement, frais d'hôtel, frais de voyage, frais de sécurité à la charge du ministère, je n'ai pas pu évaluer. Deuxièmement, je devrais organiser une table ronde de tous les acteurs à Ouaga, je n'ai pas évalué. Troisièmement, je dois m'engager dans le même protocole à l'article 2, je devrais m'engager à confier l'étude de faisabilité à ITC à un coût de 354 216 000 francs CFA. Alors, en dehors de ça, je devrais m'engager à coopter ITC, PIC, comme assistant pour l'assistance technique opérationnelle. Et cette assistance me coûte 850 000 € par an pour le temps du projet qui est de 7 ans évalué. Ça vous fait 3 900 000 francs CFA que l'État burkinabé paye à travers le ministère des Ressources animales. Ensuite, je devrais payer à l'avance, je dis à l'avance, 1% du montant mobilisé. Le financement mobilisé, je dois payer 1% de ce montant-là dans leur compte pour qu'on débloque. Et ils ont prévu de mobiliser 160 milliards de francs CFA. 1%, ça fait 1 600 000 000. Et enfin, je dois assurer le voyage de prospection de ITC, des consultants, en Europe, en Asie et en Afrique. Frais d'avion, frais d'hébergement. Alors ça, ce n'est pas évalué. Et troisième recours, c'est que je dois mettre à disposition de ITC à Ouaga un local servant pour leur administration. Alors, chers amis, quand j'ai évalué, ça me fait 5 900 000 000, sans compter ce que je n'ai pas pu évaluer. Les voyages, les hébergements, la sécurité, sur toute l'étendue du territoire, puisqu'ils vont sillonner. Alors qu'on m'a dit que l'État ne sera pas un franc. J'ai écrit une lettre à ITC, au patron même qui est à Genève, que je lui ai adressé une lettre pour dire, je voudrais bien comprendre, parce que lorsque nous avons reçu les messieurs, il était question que je ne sorte pas un franc, parce que je n'ai pas l'argent. Et que l'État n'avait pas remboursé un franc. Il était dit que... J'ai été censé mobiliser ces fonds. Les fonds devaient être dans des banques commerciales pour être prêtés au privé, tel que M. Bondi, pour leurs projets. Et nous, on venait avec une caution morale. Alors, je ne sais pas une caution morale, et je ne sais pas ce que M. Bondi entend par caution morale. Et moi, je ne suis pas ministre de l'économie. Pour dépenser 5 milliards, je ne l'ai même pas. Mais la caution morale chez moi, c'était juste. Alors, s'il n'y a pas eu de communication entre M. Bondi et son partenaire qui est installé à Bamako, ça, ce n'est pas de mon ressort. Je pourrais vous communiquer la dernière lettre que j'ai envoyée à ces patrons qui sont à Genève, et je n'ai plus de suite. Jusqu'à ce que je vous dise que d'autres partenaires sont encore venus avec le même monsieur ITC dans mon bureau pour le même projet. J'ai encore répété la même chose. Allez me donner le projet, vous m'envoyez le projet, je vous fais un quitus pour dire qu'effectivement, parce que c'est vrai, ça rentre dans le cadre de notre programme politique. Ça rentre exactement dans le cadre du PNDS. Je ne trouve pas d'inconvénient à le faire. Mais tant que nous allons dépenser un franc, ce n'est plus de ressort du ministère des Ressources animales. C'est ce que je dis, mais bon, maintenant... Donc, contrairement à ce que il n'y a pas une volonté de récupérer son projet. Alors, écrire une lettre, c'est pas moi, c'est preuve, même dans le pire de mes cauchemars, je n'ai jamais voulu arrêter, parce qu'effectivement, si c'était le cas, moi, j'étais le ministre le plus heureux. Si j'avais un investissement de 160 milliards qui allait me faire 2 abattoirs et développer toute la structure d'embauche et de culture fourragère, mais j'allais être le ministre qui allait frotter les mains pour ce quinquennat. Concrètement, est-ce que l'un mis dans l'autre, quand vous mettez tout ça dans la balance, est-ce que ça veut dire finalement que ce projet-là n'apporte pas grand-chose au Burkina? Non, je n'ai pas encore le projet. On peut dépenser on peut dépenser 5 milliards, mais si derrière ça permet de mobiliser 160 milliards, c'est déjà pas mal. Ça, ce n'est pas du ressort du ministère des Ressources animales, malheureusement.
À ce moment, ça devient autre chose. Et ces 160 milliards, comment on les gère? C'est qui gère? Est-ce des privés? Et ça devient autre chose que effectivement ce qu'ils disent. Parce que quand ils sont venus, c'était très simple. Et il y en a qui le font. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous avons accompagné un privé qui est en train de vouloir mettre en place un abattoir, mais il fait l'étude de faisabilité, il vient, il demande l'autorisation de construire un abattoir dans les normes. Et nous regardons, nous analysons, si c'est le cas, nous écrivons pour dire que lui donner l'autorisation et reconnaître qu'effectivement son investissement est en cohérence avec le PNDS. Et là, nous ne dépensons pas, ils ne dépensent pas pour ça. Même pas, ils ne payent pas un franc pour avoir ce quitus moral, comme il l'appelle. Je pense que c'est ça, bien ça. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit de... Je ne sais pas comment... Vraiment, je ne suis pas financier, je ne sais pas comment ça se passe. Ces 160 milliards sont où? Et qui vont atterrir où? Pour qu'on puisse, à l'avance, payer 1% de ce montant à ITC. Je ne sais pas comment ça se passe. Il faut qu'ils reviennent, et c'est ce que je lui ai dit la dernière fois encore. Il faut revenir, je vais essayer d'inviter le ministère de l'économie, et nous allons discuter pour voir comment ça peut se faire. Ce n'est plus un quitus moral, ce n'est plus une garantie morale, ça. C'est une garantie, je ne sais pas comment on l'appelle, mais elle n'est pas morale. D'accord. Donc, on va suivre de près cette affaire. Nous allons parler... Je crois que vous pouvez, à la fin, je pourrais vous faire acheminer tous les dossiers, tout le protocole, et puis la correspondance que je viens de faire avec ITC pour le compte de M. Bondi, parce qu'en fait, peut-être que son intermédiaire ne lui a pas vraiment fait le compte rendu, comme ça s'est passé jusqu'à ce que nous arrêtions de coups de fil. D'accord. On va parler d'autres choses, de gouvernance de façon générale du Burkina, du MPP et allié, puisque vous êtes de l'Union pour la Renaissance, parti Sankari, parti allié. Alors, de façon globale, aujourd'hui, nous sommes en fin d'année et encore pour 2019, ça n'a pas été facile pour le gouvernement. La situation sécuritaire a encore été assez difficile. Finalement, on en vient à conclure que c'est peut-être le plus gros échec de votre gouvernance, finalement, la sécurité. Non, la sécurité, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est un échec du gouvernement. Parce qu'il faut reconnaître que la sécurité, dans sa compréhension habituelle que nous savons, effectivement, assurée par un gouvernement qui met en place toute la structure. On avait des ministères, un ministère de la Défense, un ministère de la Sécurité, etc., un ministère de l'administration territoriale qui assure la sécurité de la population. Ça, on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas mis les institutions en place. Maintenant, cette situation sécuritaire qui est arrivée, d'abord, elle est un phénomène, je dirais, planétaire. Elle n'a pas commencé au Burkina Faso. Je crois que vous avez aussi des éléments là-dessus. Nous étions là, nous avons entendu, peut-être dans ces pays comme l'Afghanistan, peut-être même à côté de chez nous, au Nigeria, où Boko Haram faisait des cauchemars à des populations. Donc, cette forme d'insécurité a été avant, effectivement, de venir au Burkina Faso à travers, par le Mali ou le Niger, je ne sais pas. Donc, on va y venir, je pense que c'est comme d'autres aussi sont là et qui observent. C'est pour ça que je dis que c'est un phénomène assez planétaire qui devrait être en tout cas conjugué pour qu'on puisse combattre. Il faut qu'effectivement ce soit un ensemble, il faut que ce soit au niveau international, que les pays puissent effectivement se mettre ensemble pour combattre ce phénomène-là. Parce que c'est une guerre, c'est véritablement une guerre, et vous ne connaissez pas votre adversaire, votre ennemi, et vous ne voyez pas votre ennemi. Et donc, c'est comme si vous êtes dans une chambre noire et puis, des coups vous parviennent et puis vous vous débattez. Donc, je crois qu'ici, on ne peut pas dire que c'est un échec du gouvernement. Et sans omettre le fait qu'elle est même parvenue, cette insécurité, ce phénomène est même parvenu à ébranler notre socle sociétal. Parce que, comme je le dis, lorsqu'on s'en vient à mettre en mal la cohésion, la paternité, la fraternité, lorsqu'on met en branle tout ce système d'entraide, de solidarité, d'amour du prochain entre nous, ça devient effectivement un mal qui n'est pas, effectivement, si on échoue, qui soit du ressort uniquement du gouvernement. Est-ce que ça, justement, quand vous parlez de cohésion sociale, justement, est-ce que là, ce n'est pas aussi nourri par le discours politique, malheureusement? Si c'est le cas, c'est de part et d'autre. Si c'est le cas, c'est de part et d'autre.
Parce vous êtes au pouvoir, vous êtes censé canaliser tout ça, calmer les ardeurs. Oui, nous-mêmes, en venant au pouvoir, nous avions effectivement ça en vision. Moi, personnellement, c'est ce qui nous avait été dit, puisque après le non-aboutissement de l'insurrection de 2014, je crois que nous, on n'a pas pensé qu'après la transition de la première année, qui était insuffisante effectivement pour qu'on puisse mettre en place tout le système, tout l'arsenal, les 5 ans qui venaient, en principe, devaient être un gouvernement de transition, moi, à mon avis. C'était où tous ceux qui se sont alliés pour effectivement faire face à la modification de l'article et tout le reste, que tous soient ensemble pour que durant ces 5 ans, on mette tout à plat. Apparemment, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Si, il y avait la place. Le gâteau n'était pas assez Il y avait la place, ça faisait quand même, on était jusqu'à 28 ministres, et ce n'était pas 28 partis. Et puis ensuite, ce n'est pas uniquement au niveau ministériel. Il y a d'autres qui sont à côté, des directeurs des services techniques qui jouent le rôle. Et il y avait la place pour qu'effectivement... Déjà pour MPP, ça n'a pas été facile, le partage du gâteau. Oui. Non, mais même au niveau de l'UNIPS, parti allié, il y a eu des graissements de dents par rapport au choix des ministres. Oui, bon, je sais pas de quoi vous parlez, mais bon, peut-être. Mais je dis que je pense que ce que nous avions pensé... certains de vos camarades n'ont pas véritablement apprécié le choix des ministres de l'UNIPS. Moi, la question ne m'est pas revenue en ce qui me concerne. Non, je ne sais pas, ils m'en ont pas parlé. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont plus militants que moi, ou si c'est parce que... Des camarades comme Alexandre Sankara? Non, Alexandre Sankara ne m'a jamais parlé de ça. Il est venu chez moi, même quand j'étais ministre, il est venu me féliciter. Ensuite, il est venu à plusieurs reprises chez moi. J'ai rencontré à l'Assemblée, Alexandre Sankara, il n'a jamais, en tout cas, jusqu'à ce que la situation soit assez confuse à son niveau. Et il m'a jamais, en tout cas, il n'a jamais dénié le fait que je sois ministre ou pas. Bon, et puis, je crois que ce n'était pas là le débat. J'ai dit que, comme vous le disiez, nous on était en tout cas dans l'option de pouvoir mettre en place un pays avec tous les textes nettoyés, tous les textes scélérats qui étaient au temps du régime passé, tout arrête nettoyé, et que, bon, 2025, le combat politique commençait. Mais si ça n'a pas pu avoir lieu, aujourd'hui, chacun est monté sur ses gants, et chacun, vous savez, je suis de nature à ne pas trop parler, mais je vois qu'effectivement, le verbe, le ton se hausse, mais de part et d'autre, pas seulement du côté... Vous avez aussi des gens à l'opposition qui ne marchent pas leurs mots, qui disent tout. En face, vous avez au niveau donc, de l'APMP, notamment l'UNIPS qui semble plus défendre le pouvoir que le MPP. Non, nous sommes des personnes loyales. Nous avons, comme nous l'avons dit, nous avons mis cette alliance sur le plan de la loyauté. C'est vrai que le MPP, c'est un parti social-démocrate comme nous. Et nous pensons que nous avions en tout cas les mêmes visions. Et lorsque nous nous engageons, nous nous engageons. Nous sommes engagés au temps de l'opposition aussi. Vous avez su qu'effectivement, nous étions pratiquement les seuls à être descendre sur l'arène pour dire Blaise dégage. Et ça nous a aussi fait mal au dos. Mais nous nous sommes engagés et puis c'est comme ça que nous avons travaillé. Et aujourd'hui, effectivement, pas le pouvoir que nous défendons une vision, nous défendons une participation, nous défendons des valeurs. Ce n'est pas le MPP que nous défendons, ce n'est pas le pouvoir que nous défendons. Nous nous battons pour qu'effectivement, au bout du compte, lorsque le bilan sera donné, que nous puissions dire qu'en tout cas, nous avons contribué à ce que, effectivement, le quotidien du Burkina soit amélioré. On a vu justement votre leader, M. Benwende Sankara, avec cette nouvelle structure mise en place, de la société civile mise en place justement pour accompagner le président du Faso par rapport au rendez-vous de Pau. Là, on se dit, mais finalement, où est-ce qu'on se retrouve? Vous parlez de quoi? Il y a cette structure initiative pour la souveraineté qui vient d'être lancée avec l'une des figures, c'est bien sûr Maître Sankara, qui appelle justement, qui donne de la voix par rapport à l'impérialisme, par rapport à la France, à la présence des forces françaises en Afrique. Est-ce que là, vous ne mettez pas quelque peu aussi en difficulté avec cette posture, le président du Faso? Non, moi je pense qu'il faut que peut-être vous revoyez l'UNIPS. Qui est l'UNIPS? Ce que nous donnons comme langage, lorsque vous nous voyez, c'est le langage que nous avons toujours eu. C'est comme vous l'avez dit, nous avons été, et M. Sankara, il faut le reconnaître, a été en tout cas l'un des leaders les plus constants dans ce pays.
Il a été toujours constant dans ses positions. Et je crois que si aujourd'hui... Et pourtant, pendant les élections, il fait partie de ces candidats qui ont fustigé ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais après... Pas fustigé, mais c'était un combat politique. Il s'est retrouvé avec je vous ai dit, ces mêmes personnes qui l'ont dénoncé. Alors pourquoi nous sommes retrouvés ça? Pourquoi nous sommes retrouvés avec les MPP? Parce que d'abord, comme je l'ai dit, nous avions en tout cas souhaité, et je le disais tantôt, comme on ne l'a pas terminé, une certaine stabilité de nos institutions. Nous avons fait l'opposition, c'est vrai. Nous avons voulu une certaine stabilité de nos institutions. Et ensuite, je pense que, comme je le disais, c'est une idéologie qui est conforme à notre idéologie. Et nous avons aussi consulté la base. Ça veut dire que nous n'avons pas, c'est pas M. Sankara ou Koutou se sont retrouvés au niveau des scènes pour décider. Nous avons élargi la discussion au niveau du parti. Et c'est comme ça que nous sommes partis avec l'Alliance, avec les MPP en alliance, pour effectivement mettre en œuvre ce programme présidentiel. Est-ce que vous portez encore aujourd'hui les valeurs sankaristes? Et moi? Vous, oui, les sankaristes qui êtes au gouvernement. Oui, je ne vois pas si. Avec tout ce qu'on entend, toutes ces dénonciations de malversation, de malgouvernance, dénoncées presque tous les jours, jusque-là, je sais vous aurez pu claquer la porte en tant que sankariste? Non. Jusque-là, c'est comme vous le dites, on a dit. Quand on parle de l'affaire Charbon Fin, par exemple, ou même le procureur est monté au créneau pour reconnaître qu'il y a eu... Jusque-là, la justice est là. Même l'intéressé, mon ami le ministre, il a bien dit que la justice est là, il faut faire son travail. Il ne se reproche rien. Mais ça n'entache pas le sankarisme, notre sankarisme. Si effectivement des faits sont avérés, nous allons nous prendre position, nous dirons. Des audiences menées à la présidence, tout ça, c'est peut-être des rumeurs que nous n'allons pas... c'est des rumeurs qui n'ont jamais été démenties d'ailleurs. Je n'ai aucune preuve de ces audiences menées. Est-ce que de façon globale, vous pensez que cette gouvernance-là aujourd'hui, elle est vertueuse pour faire en sorte que vous, sankaristes, vous soyez encore là-dedans? Non, je pense que dans une œuvre humaine, il n'y a pas toujours la perfection, vraiment à 100%. Il y a toujours peut-être des couacs. C'est pour ça justement qu'on a mis en place des institutions qui veillent à ce qu'effectivement, et que chacun fasse son travail. Aujourd'hui, nous avons un contrôleur d'État qui, je pense que je lui tire mon chapeau, il fait un très bon travail. Et je crois qu'il a la liberté de contrôler, j'ai été contrôlé à plusieurs reprises, et je crois que nous avons une justice totalement indépendante qui peut en tout cas se saisir de tout dossier pour mener à bien ces investigations et punir qui doit être puni. Et je pense que quand on met tout ça, c'est parce que justement on sait que rien n'est gagné d'office comme ça en matière de lutte contre la corruption. Il faut mettre les instruments. Il faut que ces instruments effectivement fonctionnent. Même nous les individus, nous sommes à mesure, nous avons la possibilité, nous avons des instruments, des outils pour dénoncer, pour déposer des plaintes. Nous ne lisons pas, nous ne passons pas des réseaux ou pas des journaux, mais nous pouvons effectivement aller, quand on a les faits établis, et déposer une plainte contre un tel X ou Y pour fait de corruption. Et ça se passe. Moi, je pense qu'il faut que les Burkinabés saisissent cette opportunité qui leur est donnée. Et ça, c'est dans cette gouvernance que ça c'est arrivé. L'indépendance, même si nous avons vu des textes que nous avons signés. C'est peut-être une chanson, cette indépendance de la justice, parce que... Non, c'est pas... En tout cas, ce qui est sûr, l'exécutif n'est pas mêlé à la justice. La justice, elle est indépendante. Elle est indépendante, véritablement, à votre avis? Oui, à mon avis, elle est indépendante. Si elle ne fait pas bien le travail, peut-être ça c'est autre chose. Si elle est lente, c'est autre chose, mais elle est indépendante. Il y a encore quand même qu'il y a, quoi qu'on dise, une connexion, parce qu'on a un ministre de la Justice qui est censé aussi, qui est de l'exécutif, qui est censé il n'a pas d'emprise sur la justice. C'est ça maintenant qui oui, mais est-ce qu'on donne les moyens aussi à la justice de faire son travail? Parce qu'apparemment, il y a trop de lourdeur. Quand vous discutez avec les organisations syndicales, la magistrature, ils vous soulèvent toujours toute une série de difficultés en vérité, peut-être fait à dessein pour empêcher la justice justement d'être véritablement indépendante. Non, les difficultés, ça existe toujours, mais je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la magistrature, tous les instruments, tous les textes sont quand même assez clairs et qui leur permettent de travailler. Maintenant, les moyens, si c'est des moyens financiers, c'est à l'image du pays. Je peux dire que effectivement, nous rencontrons des problèmes sérieux en matière de recouvrement de nos recettes, en matière de disponibilité de toutes les recettes, c'est vrai, ça c'est exact. Nous avons été confrontés à une situation qui nous appelle à maximiser les moyens au niveau de la défense et de la sécurité. Et donc ça veut dire que d'autres ministères comme le mien vont en pâtir, ça c'est vrai. Mais je crois que ça n'empêche pas que des personnes compétentes puissent faire leur travail. Et sur la question, par exemple, du train de vie de l'État,
On a toujours demandé à ce que l'exécutif fasse un effort à ce niveau. Jusque-là, on ne voit pas l'effort véritablement. Pourtant, si. Avez-vous changé dans vos habitudes qui existaient avant? À quel avantage avez-vous renoncé, par exemple? Bien, il y a beaucoup d'avantages. Tout ce qui a été demandé, je ne sais pas quel avantage nous n'avons pas, nous avons renoncé à tous les avantages. Le train de vie de l'État, il faut reconnaître que ce n'est pas seulement les ministres. Oui, mais en attendant, commencez par vous. Commençons par l'exécutif. Aujourd'hui, les ministres voyagent. On ne peut pas empêcher les ministres de voyager, mais les ministres voyagent souvent sans frais d'émission, ici, dans ce pays. Les ministres sillonnent, nous, les ministres du secteur rural, des ministres qui vont un peu partout dans les villages. Ce n'est pas à tout coup qu'ils sont perçus des perdièmes pour aller faire leur travail, pour aller ouvrir un séminaire, pour aller soutenir des populations, pour aller encourager des acteurs. Vous roulez des V8, des talismans, ça ne passe pas toujours, comme je le dis souvent, c'est le mot talisman peut-être qui est venu. Moi, je dis qu'avant que je ne vienne là, j'avais un véhicule qui n'était pas talisman, mais qui était plus luxueux que la talisman que j'ai. Parce qu'il n'y a aucune fonctionnalité dans le talisman. Le véhicule est luxueux en fonction... Ça coûte cher quand même. Non, elle ne coûtait pas plus cher que la Toyota Camry, que les gens voyaient. Parce que c'est une Camry qui était là, on pense que non, elle était plus luxueuse et plus chère que la talisman. C'est ce qui n'a pas été dit, mais je pense qu'au niveau de certains de nos collaborateurs, ils voient passer quand même des chiffres. On a ces salaires aussi de ministres qui ne respectent pas les textes, par exemple. Tous les salaires respectent les textes. Ça a été dénoncé, notamment dans le cadre de la grève du ministère des syndicats des finances. Non, il ne faut pas pourquoi on dénonce. À moins qu'on dise que, je ne sais pas quel type de ministre vous voulez. Si vous recrutez un ministre simple, qui vivent comme Thomas Sankara, qui n'aiment pas le luxe, qui renoncent à pas mal de choses, qui acceptent de vivre les réalités du Burkinabé, mais qui ne viennent pas se servir un salaire ça devrait être inculqué au-delà de nos réalités. Nous avons déjà commencé en tout cas à taper dur, et puis ce qui est sûr actuellement, même qui nous importe aussi, la délocalisation de toutes nos activités. Aujourd'hui, en tout cas, une circulaire du Premier ministre est sortie qui demande à ce qu'effectivement on ramène tout à Ouaga. Même si effectivement cette mesure aussi a son revers, qui est qu'aujourd'hui les régions, toutes les infrastructures que nous faisons dans les régions, les hôtelleries, les salles de réunion ne seront plus occupées, ne seront plus payées. Donc c'est des gens qui ont investi, qui à perte peut-être, mais en tout cas on a réduit aujourd'hui. La plupart des réunions se tiennent à Ouagadougou. Le carburant des ministres ne perçoit pas plus de carburant. Donc, je pense que les financiers doivent pouvoir savoir exactement quels sont les salaires des ministres. Si c'est bien, en tout cas, chaque mois, ils doivent savoir, nous avons nos bulletins. Je crois qu'ils le savent. On a même le bulletin d'un ministre qui a même circulé sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Mais ce ministre venait d'où? Qui semble être au-dessus de l'autorisé. D'accord. On va poursuivre avec l'avis de votre parti, l'UNIPS. Est-ce que cette alliance avec le MPP n'a pas porté un coup dur aujourd'hui à la crédibilité de votre parti? Non. Est-ce que vous n'avez pas des inquiétudes pour 2020? Nous, au niveau de l'UNIPARTI, non. Nous n'avons pas d'inquiétude. Nous pensons, comme nous le disons, c'est vrai que la situation est arrivée, et puis, pour tout le monde, nous avons une situation sécuritaire qui a tout changé, qui a changé la donne, c'est vrai, ça il faut le reconnaître, qui peut-être va donner en tout cas un sens mitigé aux réalisations, mais sinon l'un dans l'autre, vraiment, je pense que beaucoup d'efforts ont été faits. Et je crois que si vous sortez aujourd'hui et que vous traversez les villes, que vous prenez les routes, vous savez que des routes ont été construites quand même à Ouaga, à Bobo, comme entre les villes, et ça il faut pas quand même le nier. Et je pense qu'au niveau des forages, aujourd'hui, aller dans les villes, dans les villages. Vous verrez qu'effectivement, chaque village a pu avoir des forages. Nous, au niveau de l'élevage, nous avons pu faire pratiquement 1000. Nous avons pu donner des broyeurs, plus de 1000 broyeurs à des acteurs pour produire, pour récupérer des choses durant ce quinquennat. L'UNIPS en tant que parti, est-ce que ça pèse encore sur l'échiquier politique national? Ah oui, quand même. Oui. Ah oui? Si, et nous sommes là. L'UNIPS pèse. C'est pas...
On n'a pas besoin de faire de jouer au tam-tam pour dire qu'effectivement, sur de ce qui est. En plus, à l'interne, il y a eu quand même toutes ces déceptions. Il y a des camarades qui oui, ont même créé le parti. Justement, c'est une des raisons pour dire que l'UNIR vit bien. Et que l'UNIR même est devenu pratiquement un laboratoire qui façonne des hommes politiques. Parce que tous ceux qui ont quitté aspirent à être président. Puisque je pense que ce n'est pas un problème d'alternance au niveau de l'UNIR. Puisque ceux qui sortent ne sont pas ensemble, chacun a parti crée son parti, c'est peut-être des jeunes, mais chacun a créé son parti. Ils ne se sont pas retrouvés. Avez-vous une base électorale, vous? Moi, personnellement? Oui. Si, je suis du Nayala. Je suis du Nayala, si vous voulez, vous pouvez le demander. Vous serez candidat à la députation? J'ai été candidat, je n'ai pas été élu, mais je n'ai pas échoué parce qu'effectivement, mais comme je le dis, il faut aussi savoir que l'UNIR, peut-être ça c'est l'une des spécificités de l'UNIR, peut-être qu'il y en a ailleurs. Nous avons des types de militants. Nous avons des militants effectivement en vue qui sont vraiment actifs, très actifs sur le terrain, qui sont constitués d'une majorité de jeunes, de très jeunes, des étudiants, des enseignants et puis des fonctionnaires en tout cas qui s'évertuent à mettre en place des structures. Et vous avez aussi une catégorie de personnes qui effectivement sont là, que vous ne voyez pas tout le temps, qui ne crient pas les slogans tout le temps, mais qui effectivement travaillent pour la conception et des grandes orientations. Et c'est ça qui fait la force de l'UNIR. Et aujourd'hui, ceux qui sortent, effectivement, ils sortent d'un moule suffisamment bien outillé. Et après, ils sortent et puis, bon, ils ont créé des partis. D'accord. Tous ceux qui sont sortis, en tout cas, ont créé des partis. On suppose que 2020, vous serez encore alliés au MPP. 2020, nous avons la tenue du congrès, notre congrès au mois de mars. Je pense qu'au congrès encore, comme je l'ai dit, tout ce qui se décide à l'UNIR, nous le faisons de façon large avec la base. Notre alliance avec le MPP, nous avons en tout cas convoqué le plénium qui a travaillé pendant 2 jours pour arriver à cette décision. Le congrès encore va décider au mois de mars. Puisque vous estimez que le bilan, il est bon, donc on suppose que naturellement, vous allez... Non, je ne sais pas ce que le congrès vous allez poursuivre avec le MPP. Je ne sais pas ce que le congrès va décider. Okay. On est en fin d'émission. Vous allez me dire ce que vous pensez de Maître Benouindé Sankara. Maître Benouindé Sankara, c'est un homme amical pour moi. C'est quelqu'un, une personnalité qui a une certaine constance dans son comportement, dans sa vision. C'est quelqu'un qui, effectivement, qui est téméraire lorsqu'il prend ses décisions et qui travaille. Et moi, je pense que nous avons puisé en lui le courage. Et puis, en tout cas, ce courage d'affronter la peur. Parce qu'à un moment donné, pendant des années, effectivement, il était difficile de dire qu'on est sankariste. Aujourd'hui, chacun lève la main et puis il le fait. Il n'y a pas longtemps, personne n'aurait levé le poing en haut. Et nous avons, effectivement, aux côtés de Sankara, nous avons travaillé à mettre la peur de côté, à travailler de façon honnête dans nos services. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui, on doit le reconnaître. Il a pris des dossiers en main. Vous savez, c'est qu'à ce moment aussi, personne n'osait prendre ces dossiers. C'est tout ça, je pense que c'est un homme, en tout cas, une personnalité intègre que je voudrais féliciter. D'accord. Roch Christian Kaboré. C'est un président, moi je l'ai admiré parce que je l'ai connu quand on m'a nommé. Je n'avais pas de relation particulière avec Monsieur le Président, son Excellence. Je vois en lui un homme sage, expérimenté, parce que c'est vrai que moi personnellement, sur certaines questions au départ, je pensais à une décision comme ça, mais j'ai vu qu'il était posé. Et donc c'est peut-être l'expérience, c'est vraiment l'expérience. Donc c'est un homme qui écoute et surtout démocrate parce que je vois qu'il laisse parler, il l'écoute et chacun en tout cas est libre de dire des choses et après il décide. Donc je crois que c'est un homme d'État qui vaut son pesant d'or. Pour terminer, le président Emmanuel Macron de la France? Lui, je ne le connais pas très bien, je lis comme vous. Je sais que c'est un ministre, il a été un ministre en tout cas téméraire puisqu'il a osé quand même dire non à un moment donné où personne ne s'attendait. Et puis il est monté très rapidement, en tout cas à la plus haute sphère politique. Aujourd'hui, je pense qu'il a peut-être ce problème avec sa population, son opinion nationale là-bas, qui fait qu'on commence à faire des sorties, peut-être un peu je dirais hasardeuses, mais
C'est ça aussi l'homme politique à des moments donnés quand on est sous pression. Et je crois que c'est encore un jeune qui a beaucoup à apprendre aussi dans la politique, surtout dans la gestion de l'État. Et peut-être que s'il a la chance de faire un deuxième mandat, vous verrez qu'il changera beaucoup. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc. Merci à vous. Surtout, comme je l'ai dit, c'est une émission que j'ai toujours suivie. Je ne m'attendais pas en tout cas à être là face à vous. Et je me disais que comment ça va se passer, mais apparemment, en tout cas, vous avez permis que je puisse parler de mon ministère. C'est ça qui est intéressant pour moi. Vous avez permis que je puisse m'adresser à mes producteurs, à mes acteurs, à tout ce monde rural qui compte sur nous, en tout cas, pour développer un secteur qui est vraiment porteur pour notre pays. Et je voudrais en tout cas vous dire encore merci. Et si on ne se retrouve pas en studio, avec tous vos collaborateurs, je vous souhaiterais en tout cas de très belles fêtes de fin d'année et une heureuse et bonne année 2020. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.